Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes le 14 juillet 2021, un petit peu morose cette année quand même. Il est 20h04 et avant de commencer et de passer la parole à Aviram, je vais vous lire la clause de non-responsabilité de la Cache Fondation. Le support d'information et d'éducation présenté dans ce document est destiné à apporter une meilleure compréhension et permettre un échange autour du travail des GANS. Ces informations ne sont pas destinées à se substituer à un traitement médical ni à l'expérience ou au jugement des professionnels de la santé. Pour les patients et les particuliers, ces informations ne doivent pas se substituer aux conseils ou recommandations des professionnels de la santé, thérapeutes ou autres praticiens. Pour les soins médicaux ou les préoccupations, y compris les décisions relatives aux médicaments et autres traitements, les lecteurs, spectateurs, auditeurs doivent toujours consulter leur médecin ou, dans les cas graves, demander l'aide immédiate des services d'urgence. Les informations portant sur les prescriptions, les procédures et l'utilisation des dispositifs médicaux doivent être fournies uniquement par du personnel médical qualifié et agréé. Nous déclinons formellement toute responsabilité directe ou indirecte, y compris responsabilité liée à la commercialisation ou à une utilisation spécifique. Cette information est fournie telle qu'elle et est considérée comme correcte au moment de sa publication. Mais il appartient au visiteur d'évaluer l'exactitude de toute information trouvée dans cette présentation. Chaque cas traité est le résultat de sa propre expérience appliquée par lui-même, pour lui-même, et s'applique à son propre cas seulement. Toute personne connaissant des problèmes de santé doit consulter un médecin et suivre le traitement prescrit par le médecin. Les processus d'équilibrage du plasma décrits ici sont un processus naturel qui soutient le corps, mais ils ne se substituent pas aux conseils médicaux ou aux thérapies auxquelles on est déjà soumis. Voilà, je passe la parole à notre ami Aviram pour cette multiplication de ce soir. Merci Joël. Avec plaisir. Vous voyez la présentation et entendez ma voix. Oui, pour moi, c'est bon. Cool. Donc, je vous souhaite la bienvenue pour votre fête nationale. Je crois que c'était le 14 juillet, c'était la libération de la Bastille, des prisonniers de la dictature, oui. Alors, on danse. Je vous donne cette multiplication où on va multiplier ensemble ce soir. Et ma participation vient aujourd'hui en direct de l'île d'Oléron, qui est en France, proche de La Rochelle. Donc, j'étais jamais physiquement si proche de vous que maintenant. Alors, sans hésiter, c'est très joli. On est invité par la cousine de Barsha, ma femme. Elle habitait sur Paris, maintenant elle habite à Oléron. C'est une île très chouette. On est arrivé, c'était comme toujours un périple sans fin, mais on a réussi à arriver dans une journée depuis l'Allemagne jusqu'ici, incluant train, bus et bateau. Et c'est ça, l'île est vraiment formidable, propre, les plages sont jolies, il y a plein de réserves naturelles, plein d'animaux et de plantes que je connais pas qui sont magnifiques. Et on est bien accueillis dans cette maison. C'est la maison de l'ami de Patricia qui a rénové, mais top shape. Alors on est accueillis comme des rois. Voilà. Alors, on va aujourd'hui parler de Knowledge Seeker Workshop numéro 388 du 8 juin, c'était le jeudi passé. Le titre aujourd'hui, c'est Ultimatum de Monsieur Kesh au leader, mon Dieu. Mon Dieu, ouais, c'est ça. Oh mon Dieu, les leaders. Monsieur Kesh aux leaders mondiaux. Alors, ça, c'est comme un leader, c'est comme un dirigeant politique. La raison d'être de lui m'échappe.
je crois, c'est parce qu'on ne veut pas prendre des décisions pour nous, qui nous concernent nous-mêmes. Pour ça, on donne on autorise une personne qu'on connaît pas et on va pas connaître plus que ça probablement de prendre ces décisions vitales à notre place. C'est ça ce qu'on veut. Pour ça, c'est comme ça. Et ça, c'est comme le teaser qui va être présenté. Et là, je vais un peu parler aussi euh, un thème dans le contexte, les prédictions. Je vais reparler des prédictions de Monsieur Kesh, comment les prendre et comment vivre avec et qu'est-ce que ça veut dire et tout ça. Parce que j'ai reçu sur Facebook des réactions pas trop encourageantes et j'ai eu l'impression ou le désir ou le souhait est venu de un peu parler de ça aussi. Avant les bonnes nouvelles, la première bonne nouvelle, Monsieur Kesh nous a dit que beaucoup de compagnies, c'est-à-dire des corporations qui travaillent dans le domaine économique, utilisent déjà les technologies de la Fondation Kesh. Il les a invités de faire ça publiquement, c'est-à-dire de dire qu'est-ce qu'ils font, utilise ces technologies, la nouvelle technologie et aussi de partager les résultats et la technologie que eux ils peuvent développer sur la science du plasma, de partager ça avec tout le monde pour faire progresser les connaissances. Parce qu'en fait, quand les compagnies font ça, c'est non seulement très éthique parce que vous le savez, les connaissances de Monsieur Kesh sont diffusées gratuitement. Il n'y a pas sauf il y a des cours spéciaux que quelques knowledge seekers peuvent faire. C'est bon aussi, mais le général, comme les multiplications du mercredi ou le bulletin qui est envoyé en PDF, et les knowledge seeker workshop tout court sur YouTube, Zoom, etc. One Nation, One World, tout est gratuit. Alors, si ces compagnies prennent ça, disent ouvertement qu'est-ce qu'ils font et comment ils utilisent la technologie, c'est tout d'abord très éthique de le faire pour exprimer sa gratitude à la source de ces connaissances-là. Deuxièmement, ça fait aussi s'occuper, vous rappelez, on avait parlé dans une séance le fait de s'occuper de la science du plasma ou la science des Eden qui sont la même chose, qui traitent la même chose de la même façon, ces nouvelles sciences, c'est des informations qui viennent du créateur. Donc, le temps qu'on s'occupe de ça, soit pour divulguer, soit pour comprendre, euh, quand on fait ça, c'est en soi une technologie pour structurer notre conscience qui nous rend plus aptes à matérialiser et normaliser les choses qu'on aimerait voir dans notre monde. Donc, quand les compagnies font ça et ça devient comme plus mainstream dans le monde de la technologie, le monde de l'économie, ça va faire que beaucoup plus de gens vont le faire et l'impact sur la conscience collective va être beaucoup plus remarquable que maintenant. Ensuite, M. Kesh a parlé de la conférence de Vienne. La conférence de Vienne, c'est une conférence qui est aussi intitulée 5 plus 1. Les 5, c'est la France, la Russie, la Chine, le Royaume-Uni, c'est-à-dire l'Angleterre, les États-Unis et l'Iran. Ces conférences-là étaient instaurées pour le but de déterminer que l'humanité, non, pas l'humanité, l'ONU
détermine si la nation de l'Iran a le droit de devenir ouvertement un membre de la communauté humaine qui, qui produit et utilise peut-être les armes nucléaires. Il y a plein de monde comme les États-Unis qui sont strictement contre ça parce qu'ils aiment toujours garder le monopole. Mais c'est un peu bizarre quand j'ai lu ça, de penser que un organisme, l'organisme je crois, toutes les autres, comme la France, la Russie et tout ça, ils ont déjà, c'est eux qui ont les armes et ils veulent maintenant réfléchir si l'Iran, euh, ça serait bon si l'Iran fait partie de votre club exclusif de possession d'armes nucléaires. On n'aime pas les armes nucléaires, on n'aime pas les armes tout court. Donc, cette conférence, ces rencontres, ils sont, ils ont pour ce but-là. Et M. Kesh, il a dit qu'il travaille en arrière-plan, c'est-à-dire il participe pas officiellement à ces réunions, mais il parle avec les participants dans l'arrière-plan. Et là, il voudrait bien inviter aussi euh, le Japon et les Indes à ces conférences-là dans un premier temps et dans un deuxième temps, évidemment, toutes les nations de la Terre. Pourquoi? Parce qu'il voudrait changer la vocation, élargir la vocation de ces réunions-là pour avoir une plateforme pour facilement et plus fluidement et efficacement instaurer la paix sur la planète. En parallèle, il conseille fort, il travaille avec le gouvernement de l'Iran pour que eux, ils invitent la Russie, la Chine et les États-Unis en Iran pour, parallèle à ces rencontres-là, faire d'autres rencontres pour comme euh, accélérer le processus de l'instauration de la paix sur la planète. Tout ça, c'est inscrit évidemment dans dans le slogan de la Fondation Cache le savoir, ou les connaissances en échange pour la paix, et dans aussi le programme de une nation, une planète, une race, qui est la plateforme de communication du Conseil universel et du Conseil de la Terre. Ensuite, M. Kesh a dit dans ce contexte ce qui nous a donné le titre pour cette multiplication. Il a dit, en s'adressant aux dirigeants du monde, soit vous avez deux choix. Un choix. Soit vous acceptez la nouvelle science du plasma nucléaire en échange de la paix. Alors, chacun fait ça. Et tout de suite, il peut avoir accès une fois il a signé le traité de la paix, cette nation a accès à toutes les technologies de la Fondation Kesh, avec le support de la Fondation Kesh, bien sûr. Ils vont pas juste recevoir les 3 livres de M. Kesh. Hein? Deuxièmement, ou l'alternative, si les nations ne bougent pas, il va diffuser ces connaissances-là par la Fondation Kesh simultanément à toutes les nations du monde sans donner un avantage à aucune des nations. Vous savez, comme la conférence ou les réunions de Vienne, c'est déjà une situation où quelques pays qui ont un avantage, entre guillemets, technologique nucléaire veulent garder cet avantage-là
par rapport à toutes les autres nations de la Terre. Pourquoi? Parce que ça renforce leur pouvoir sur ces nations-là. Et si ils distribuent cette technologie à tout le monde, déjà si dans le premier cas, si une nation commence à le prendre, les nations qui ont un conflit avec eux surtout vont tout de suite se sentir obligées de faire la même chose pour ne pas être défavorisées. Dans le deuxième cas, ça se règle tout seul parce que toutes les nations vont le recevoir tout de suite. Et là, évidemment, comme avec tout ce qu'on apprend par rapport au COVID actuellement, ça va dépendre aussi comment ça se développe pratiquement. Ça va dépendre si les gouvernements, ils peuvent signer le traité de la paix, ils peuvent aussi accepter la technologie, mais garder tout ça sous la couverture non médiatisée. Comme par exemple, j'ai entendu aujourd'hui un avocat en Ontario, au Canada, a gagné à la cour un cas contre le gouvernement pour forcer le gouvernement d'arrêter les mesures d'emergency, urgence, parce qu'il n'y a pas d'urgence et la Cour a décidé que c'est juste, il n'y a pas d'urgence. Mais c'est pas montré dans les médias et les gouvernements font si il n'y avait rien. Donc, ça peut arriver avec ça aussi un petit temps jusque les autres ont vraiment développé parce que on a les connaissances. Après, il faut développer la technologie, il faut la faire concrètement pour la appliquer. Et à ce moment-là, ils ne peuvent plus mettre ça sur aucune couverture. De toute façon, on sait déjà que cette nouvelle technologie a déjà rendu obsolètes les armes et les technologies de contrôle qui sont utilisées actuellement. Vous savez, le drone américain, les deux navires de guerre américains qui tous les trois été capturés par l'Iran et la Russie. Ça aussi, vous pouvez le trouver sur Wikipédia. Et ça prouve que la technologie, c'est juste une question de temps finalement. Ensuite, ah oui, pour regarder comment, pour ne pas ou contrôler notre propre impatience par rapport aux évolutions et aux divulgations de Monsieur Kesh, parce que s'il dit quelque chose comme ça, c'est comme évident que maintenant, on est vraiment proche à la situation où la paix va être, le traité va être signé officiellement et la paix va être établie sur Terre. On a tellement hâte de voir ça qu'on devient un peu impatient. Et pour ça, il faut regarder un peu comment l'autre côté, si je peux dire ça, va réagir. Alors un peu, ce que je personnellement pense, c'est comme un peu, j'ai dit ça déjà avant, que ils vont garder peut-être ça un peu secret et faire beaucoup derrière le rideau pour squeezer un peu d'argent encore pour 2, 3 jours de plus. Les économies sont mondialement sur le cash. Donc, ça prend beaucoup les revenus immédiats de tous les jours, c'est vraiment important. Et comme ça peut être que ça se retarde de quelque peu de temps, mais pas longtemps. Dans le contexte, M. Kesh a clos ce sujet en disant on se souviendra des réunions de Vienne comme de la transition de l'humanité des chaînes du plan de la matière à la liberté du plan de l'âme et du Créateur. Donc, dans les livres
histoire, livre d'histoire. Si je dis un livre d'histoire, ça c'est pas un livre de l'histoire. Mais dans tous les deux cas sont des livres d'histoire, c'est la même chose. Les enfants vont lire que il y a deux générations, le mouvement de la paix qui était instauré finalement après 8000 ans sur la Terre, ça a commencé à Vienne avec les réunions de Vienne 5+1. Parce que nous sommes arrivés maintenant à un point où rien ne compte sur le plan de la matière, si ce n'est l'élévation de l'âme et la structuration de notre conscience. Ça, mon cœur a jubilé quand j'ai entendu ça, que la seule chose qui compte sur le plan matériel, c'est l'élévation de notre âme. Il faut vraiment se mettre ça dans la tête. Il ne parle pas la seule chose spirituelle ou sur le plan fondamental. Non, non. Il dit la seule chose qui compte sur le plan matériel, c'est l'élévation de l'âme. C'est la structuration de la conscience dans les termes de Grigory Grabovoy. Donc, sur le plan matériel, l'argent compte pas. Le pouvoir ou l'abus de pouvoir compte pas. Les mesures comptent pas. Tout le plan politique ne compte pas. La seule chose qui compte maintenant, et ça c'est vu du plan fondamental, bien sûr, la seule chose qui compte sur le plan matériel, c'est l'élévation de l'âme. Donc, ça veut dire pour nous, la seule boîte où ça vaut vraiment la peine de mettre notre énergie, c'est dans l'évolution de nous-mêmes actuellement, la croissance de nous-mêmes. C'est la chose la plus importante. Et ça, c'est bon d'écrire ça sur un grand panneau et se mettre ça dans la cuisine qu'on le voit beaucoup de fois dans la journée. Parce qu'on a tendance à oublier là. Mais t'as pas entendu quoi? Qu'est-ce que le Macron a encore dit? C'est pas important. L'important, c'est notre croissance personnelle. OK. Alors, là, je veux dire quelque chose avec par rapport aux nouvelles de Monsieur Kesh et qui sont aussi nos bonnes nouvelles. Alors, il y avait deux personnes cette semaine qui m'ont écrit que M. Kesh a annoncé la paix ou que les gouvernements n'ont pas de choix déjà maintes fois depuis longtemps et regarde le monde. Est-ce que le monde a changé? Ben non. Je suis pas objectif. Je suis subjectif. Donc, l'image que je choisis pour représenter une personne qui pense comme ça, c'est l'image que vous voyez ici. Quelqu'un qui regarde la télévision très détendu avec après une longue journée de travail. Il dit ça. Et il peut dire aussi autre chose comme il faut avoir ses deux pieds dans la réalité, hein? Dans la réalité matérielle. Il faut faire des sous. Il faut faire que les deux bouts se rencontrent. Il faut que je paye mon loyer et ma bouffe, etc., etc. Il faut avoir ses deux pieds dans la réalité matérielle. Et Monsieur Kesh, il vit où? Où? Je suis profondément déçu que ceux qui travaillent pour le changement ne rencontrent pas mes exigences. Soit ils sont trop longs, soit ils n'arrivent pas. Ils font pas ça comme il faut. Ou, moi personnellement, je ne changerai pas. Mais je vois que le monde est pas mal détraqué
Et il faut que ça change. Je veux que ça change. Toutes ces opinions, Monsieur Kirsch appelle ça copycat. Bad cat. Chat, méchant chat. Ça, c'est pourquoi on dit ça? Parce que si on vit sur le plan matériel et on a beaucoup d'autres urgences sur le plan matériel à part de notre propre évolution. Si on est très collé au plan matériel, etc. Et si on ne veut pas s'engager, comme Gandhi le dit, soyons le changement que nous souhaitons voir. Si on veut rien savoir de tout, on veut plutôt comme avec les politiciens, on les paye, on les vote pour eux, après on les paye qu'ils prennent les bonnes décisions pour nous. Et on veut que le changement se fait de la même façon. Heureusement, ça ne se fait pas de la même façon parce que il faut se poser la question, ou on peut se poser la question, qu'est-ce que j'attends lorsque je me rends compte que je vis dans un monde perceptionnel? Qu'est-ce que c'est un monde perceptionnel? C'est un monde qui se construit en suivant nos pensées. Pour être plus précis, c'est la loi d'attraction qui, en collaboration avec notre attention, crée le monde qu'on voit à l'extérieur de nous. C'est un processus super simple et si vous voulez voir comment c'est simple et fin et précis, vous observez vous-même toute la journée où va votre attention. Combien de temps combien de temps mon attention est dirigée vers ma propre évolution? Combien de temps ma attention est dirigée vers la structuration de ma conscience? Et combien de temps ma attention est attirée par l'argent, le pouvoir ou l'abus de pouvoir, la bouffe, le divertissement, les sports, la politique, l'argent encore, la météo. Et quand vous faites un tracking de ça, c'est-à-dire vous prenez une journée et vous prenez peut-être à toutes les heures, vous vous assoirez pour 2 minutes ou 5 minutes, je crois 2 minutes c'est assez, et dans les 2 minutes, vous faites juste des petites notes parce que ça peut aller assez vite avec l'attention, comment elle change. Vous notez où votre attention va sans la forcer dans une direction spécifique. Juste observer où votre attention par elle-même, soi-disant, va tout seul. Et là, vous allez voir pourcentage. Après, vous triez pour mon évolution par rapport à mon évolution et tous les sujets ou les thèmes où l'attention est dirigée qui n'a rien à faire avec mon évolution de l'autre côté. Et là, où vous pouvez faire 2 colonnes et vous faites des traits. Et après, le pourcentage va correspondre au pourcentage d'un monde parfait et des imperfections du monde que nous voyons par nos yeux de chair. Ce que je vois autour de moi, admettons ici, c'est admettons 40% pas bon, 40%
pas à la norme et 60% à la norme. C'est déjà très beau parce que l'île est très belle. Et quand je fais ma liste, comme je disais avant, je vais arriver au même pourcentage. Et c'est la preuve comment, et c'est même une description très détaillée et très expérimentable, comment c'est vrai que la réalité autour de nous se crée par nos pensées, c'est-à-dire par notre attention. Et voilà. Alors ça, je voulais dire. Je pense aussi dans un contexte de M. Kesh ou d'autres activistes, je ne vais pas prendre parti juste pour une fraction. Si on parle de l'activisme sans faire aucun activisme nous-mêmes, je crois c'est pas très éthique. C'est c'est arrogant. Quelqu'un comme Monsieur Kesh, il travaille 24 heures, genre, pour la libération de l'humanité. Et si nous trouvons à juger, ben, il dit toujours la même chose et rien se fait. Non seulement on lui donne pas notre support énergétique, mais on le dénigre même en disant parce que si je dis ça, il n'y a pas d'effet, ça veut dire ça vaut rien ce qu'il fait. Hein? Et si je dis, si j'ai une tendance à dire ça, je m'exclus du progrès. Je ne participe volontairement pas à l'évolution de l'humanité. Et ça, c'est aussi mon attention, où mon attention va. Et ça, on peut difficilement garder une opinion que je veux que ça change et en même temps, ça changera pas. C'est un conflit d'intérêts en nous-mêmes. Donc, tout ça pour dire de faire un peu attention à ça et de aussi regarder peut-être le monde et qu'est-ce que les autres font avec amour plutôt qu'avec un criticisme qui est juste mental rationnel et qui rumine très souvent les croyances collectives qui nous séparent et qui nous ne unifient pas. Nous sommes une humanité formidable d'individus uniques chacun et chacune. Donc chacun et chacune va avoir sa couleur, sa façon d'activisme dans ce temps-ci et c'est une très 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 bonne idée. Ça me touche beaucoup de penser au lieu de critiquer, de supporter, d'essayer de regarder comment c'est formidable, qu'est-ce que les autres font et comment ils font pour le tout. Parce que comme ça, on n'est pas juste un groupe ou une personne isolée, mais on fait partie d'un grand mouvement collectif. Encore dans les bonnes nouvelles, il a dit, je crois, la dernière fois, Monsieur Kesh, que la Fondation Kesh va déménager ou est déjà en train de déménager, d'occuper les nouveaux lieux à Vienne qui sont plus proches de l'aéroport, faciles à atteindre. Et il a annoncé que dès le début de septembre, à un rythme de 2 semaines, va avoir des conférences scientifiques. La première conférence va être sur le voyagement spatial, la deuxième sur l'agriculture et la troisième sur l'énergie et eau dans le contexte du voyagement spatial, c'est-à-dire pas avec des magraves et des trucs qui sont une composante matérielle importante. Donc, parallèle à toutes les
la diplomatie ou les efforts diplomatiques qu'il fait sur le plan politique, en arrière-plan politique, et il va quand même donner des conférences pour divulguer les nouvelles sciences. Et il a dit que il y a beaucoup de scientifiques qui sont invités qui vont venir. Et il y a dans chaque conférence aussi un contingent de places réservées pour des knowledge seekers de partout qui peuvent venir et ils ont demandé de venir, de participer, d'amener les nouvelles connaissances dans leur pays et de les multiplier là-bas avec les universités, les gouvernements et les gens tout court. Donc, la Fondation Keshe travaille sur au moins 2 niveaux. En fait, c'est 3 et plus niveaux parce que les Knowledge Seeker Workshops tous les jeudis, les témoignages une fois au mois le lundi et tout ça, et nos multiplications et les multiplications des Espagnols, des Allemands et tout ça, ça roule dans la même direction. Voilà. Après les bonnes nouvelles, on va aller sauter dans le thème principal de notre séance aujourd'hui. C'est le contenu de Monsieur Keshe, le thème de l'enseignement. Il a comme adopté une façon de prendre la première 3/4 d'heure du temps de jeudi pour un nouveau enseignement. Après, il y a un break et après le break, il y a des questions. Mais dans les questions, souvent, il y a aussi des thèmes, soit c'est lié au thème principal exposé avant, soit sont des thèmes connexes qui sont aussi élaborés plus longtemps, plus en profondeur par M. Keshe et vont être multipliés dans nos mercredis. Donc, cette fois-ci, il nous a enseigné les premières notions sur l'âme universelle. Qu'est-ce que c'est l'âme universelle? L'âme universelle s'inscrit dans le processus de la création. Là, avant de parler, se rappeler, on utilise Aviram aussi, une langue du mental rationnel, une langue qui provient du monde de dualité pour décrire un phénomène de non-dualité, de unicité, parce que on sait la création a été faite par le Créateur dans une seule impulsion d'amour. Dans cette seule impulsion de l'amour, d'amour, il a créé tout. Avec chaque élément, un nombre infini de possibilités. Voilà. Et chaque élément qu'il a créé, c'est un créateur qui crée d'autres éléments. Donc, c'est un processus qui explose depuis un moment. C'est très difficile à le comprendre si on laisse ça dans cette boule d'un moment. Si on le met juste pour l'expliquer mieux sur une ligne de temps qui n'est pas vraie, mais qui sert comme métaphore, comme image, que nous puissions mieux comprendre comment ça se fait. Alors, pour cette raison, si vous voyez l'image et vous suivez les flèches, ça fait une spirale à l'intérieur. C'est aussi le symbole du plasma qu'utilise M. Keshe tout le temps. Donc, on peut dire, tout au début, il n'y avait que les plasmas. Il n'y avait aucune matière, il y avait juste le plasma, qui correspond peut-être dans la Bible, c'était, je me rappelle pas exactement, mais au début, il y avait Dieu et le mot.
peut-être probablement, c'est-à-dire pensée, c'est-à-dire volonté, souhait. Et de ces un minimum 2 plasmas ou plus se créa le premier élément matériel que je vais dire maintenant, c'est l'atome. C'est l'électron, le proton et le neutron. Et chacun de ces éléments a sa propre âme. C'est-à-dire, chacun de ces éléments est vivant, est intelligent, est créé de l'amour et c'est en fait, au fond, chaque élément est l'amour. Donc, pour ça, quand vous voyez, l'âme a une âme. Cet électron a une âme. Après cet électron, ça se met dans un atome avec un proton et éventuellement avec un neutron. Alors là, on a minimum 3 parties ou 2 parties, comme dans l'hydrogène. On a un proton et un électron. Eux, chaque particule garde son âme individuelle, si on veut. Et au même temps, parce que c'est maintenant un atome, il crée une autre âme qui est l'âme collective des deux, qui est l'âme de l'atome. Ensuite, les atomes peuvent s'agglomérer pour former des molécules. Les molécules gardent, chaque composante garde son âme collective, son âme individuelle, donc l'électron. Après, l'âme de l'atome, qui est dans ce cas-là aussi considéré individuel, et ça crée une nouvelle âme collective qui est l'âme du molécule. Ensuite, les molécules s'agrègent ensemble pour former des acides aminés, des chaînes de molécules. Même chose, tout le monde garde son âme individuelle et se crée l'âme collective de cette chaîne de molécules acides aminés. Ensuite, les différents acides aminés peuvent se interagir ensemble pour former une cellule. Et dans cette cellule, tous les composants conservent leur âme individuelle et se crée une nouvelle âme qui est l'âme de la cellule. Après, les cellules se mettent ensemble pour former un organe, ici un cœur. Tous les éléments gardent leur âme individuelle et il y a une nouvelle âme collective qui se crée, l'âme du cœur. Ensuite, tous les organes du corps humain se mettent ensemble pour former cette unité qui est le corps humain. Et ce corps humain, il aussi crée une âme collective qui est l'âme de la forme physique. Ensuite, tous les êtres humains se mettent ensemble, interagissent ensemble pour créer une nouvelle entité qui est l'humanité. Cette humanité n'existe pas au plan matériel, elle existe sur le plan énergétique et sur le plan fondamental. Parce qu'elle a aussi une âme, l'âme de l'humanité. Ensuite, tous les éléments de l'univers ou tous les éléments de l'unicos qui comprend tous les univers possibles interagissent ensemble pour créer l'âme universelle. Et là, Aviram avait l'idée que l'âme universelle est donc le créateur. Et le boucle est fermée. Donc, toute la création vient du créateur, fait tout le périple d'expansion et de diversification
et de créativité et d'amour jusqu'à redevenir le tout ensemble, le créateur. Et ce mouvement, si on regarde ça, on fait un pas en arrière, on crée plus de distance, on voit comme une sphère qui explose. Parce que ce cycle-là, je l'ai expliqué seulement avec notre corps. C'est tous les autres éléments que nous voyons dans notre univers, ça sont fabriqués ou créés exactement de la même façon. Et j'avais pensé que quand on a tous les éléments individuels avec l'âme et on a après une âme collective qui se forme après une autre âme collective, ça donne comme une pyramide. Et je ne voulais pas mettre impliquer ou suggérer la forme de pyramide parce que la pyramide dans notre conscience collective, c'est le symbole d'une hiérarchie. Et dans la nature, il n'y a pas de hiérarchie. C'est juste, comme on a expliqué la dernière fois, parce que tous les éléments de tous les univers sont en interaction constante avec tous les autres éléments pour établir leur propre homéostase individuelle, homéostasie, je crois en français, et cela garantit l'homéostasie du tout, de l'unicos, dont fait partie le créateur. Et c'est comme automatique. Il n'y a aucune instance qui doit diriger ça. Comme un Amérindien, il a dit, quand il a décrit quelques, comment on appelle, castors. Il y avait comme un lac avec un affluent, un effluent, et où elle était l'effluent, les castors ont fait des barrages. Et il y avait, je sais pas, une dizaine de castors qui travaillaient là. Et chacun faisait un truc spécifique parce qu'ils arrivaient à construire non seulement le barrage, mais aussi des maisons avec des détails nécessaires pour rendre la vie d'un castor très agréable. Et il n'y a pas un chef castor. Il n'y a pas non plus, nous on dit dans une ruche, il y a une reine d'abeilles. Mais la reine d'abeilles, elle n'est pas assise sur un tronc pour donner des communiqués à ses citoyens comment se comporter. Elle a juste une fonction de procréation, si j'ai bien compris. Donc, il n'y a pas de hiérarchie dans les abeilles sont hyper organisées, comme les fourmis et tout ça, mais ça arrive tout seul. On n'a pas besoin d'une structure politique ou d'une structure hiérarchique pour que des choses marchent. Comme dans une famille, on peut très bien imaginer, vous ou nous, dans nos familles, il y avait quelques abus de pouvoir quelque part peut-être, mais généralement, il n'y a pas. Ou dans les gangs d'enfants, il y a un enfant qui prend l'initiative par rapport à jouer dehors, un autre enfant jouer dedans, un autre enfant est plus possible, plus pour ça. Ça dépend de nos talents, mais c'est pas une hiérarchie qui s'établit par ça, forcément. Donc ça, c'est très, très important, je trouve. Si on regarde ça, alors notre position dans tout ce mouvement de la création de l'univers, nous sommes juste des cellules dans le corps du Créateur.
Mais nous sommes, admettons, toute l'humanité, ça fait un organe du corps physique de Dieu. Et là, c'est important, comme on a déjà expliqué, multiplié la dernière fois, comment c'est important que nous arrivons à résister la résistance. N'est-ce pas, vous vous rappelez? Alors, si on donne la résistance à notre âme, et c'est égal le créateur, on empêche le bon fonctionnement du monde. Là, je vais, qu'est-ce que ça fait? Je vais vous dire dans quelques secondes. Avant, j'avais cette idée de remettre le, le souhait général de Conseil universel par rapport à ça. Alors, sur le plan individuel, chacun pour soi, je donne librement de mon âme à tous les êtres existants. Prenez ce dont vous avez besoin. Je suis présent. Moi, je fais ça tous les matins après mon yoga et tous les soirs avant de me coucher. Je me mets debout, les pieds nus, et je mets les bras dans l'air avec les paumes qui sont dirigées vers la tête. Comme ça, je me bénis moi-même et, euh, et je ne le dis pas vraiment, mais je pense, je ressens le sentiment que je donne librement de mon âme et le sentiment, le ressenti que plein d'âmes prennent de moi, de mon âme. Sur le deuxième niveau, nous, en tant qu'humanité, donnons librement de notre âme à la Mère Terre. Prends ce dont tu as besoin. Nous sommes présents. Ça, c'est une étape de plus parce que c'est nécessaire. On a parlé ça il y a pas mal longtemps déjà que basé sur une question de Monsieur Kesh, pourquoi la Terre ne peut pas nous nourrir directement? Pourquoi nous sommes obligés de manger d'autres formes de vie? Et la raison, c'était qu'on a trouvé à l'époque parce que la Terre n'a pas assez d'énergie pour donner, parce que nous ne donnons pas assez à elle. Parce que la Terre, c'est notre création. Nous sommes co-créateurs. Et lorsque nous sommes co-créateurs, nous sommes aussi co-entreteneurs ou mainteneurs de la Terre. Donc, elle a besoin que nous prenons notre place dans le cycle énergétique, que nous ne prenons pas seulement prenant de la terre les ressources, les airs, les eaux et tout ça, mais il faut aussi donner. Et la chose la plus, ou le cadeau le plus puissant qu'on peut donner à la terre, c'est, oui, l'amour. Et j'ai ajouté le troisième, c'est Hélène Laporte elle a fait une magnifique concentration sur l'abondance financière et ça m'a comme donné le souhait d'inclure ça dans une troisième partie. L'abondance dans laquelle nous vivons garantit le développement éternel pour tous. Là, je me suis aussi rappelé que il y a comme une sémantique ou une grammaire presque, comment formuler une technologie, comment formuler les souhaits. Parce que si on dit nous voulons vivre dans l'abondance, on dit en autre mot, on n'a pas d'abondance maintenant.
Mais si on dit merci pour l'abondance dans laquelle je vis et qui est la condition de développement éternel de tous. C'est parfait parce que ça s'inscrit dans le salut global, ça m'inclut et ça a aucune notion, aucune résistance. Si je dis je voudrais vivre dans le ou je voudrais que sur la terre règne l'abondance, si je dis ça comme ça, j'affirme sous-jacent que cet état n'est pas actuellement là. Et ça, c'est une résistance. Si j'élimine cette résistance, j'ai mon attention qui est seulement dirigée vers cet état positif que je crée. C'est pas que je veux créer, je crée. C'est une différence qui est même pas subtile, hein? Donc, je fais les trois et c'est une bonne idée parce que ça donne le matin et le soir, ça donne 2 points de référence. Et quand l'être humain est très, ou Aviram en tout cas, il est très, comment on dit, constitué ou dirigé ou contrôlé. Aviram, il est contrôlé par les habitudes. Ça, c'est vrai, Aviram. Donc, il utilise ça, il se crée des habitudes qui l'aident finalement d'évoluer. Voilà. Là, on a parlé de homéostasie et quand on parle de l'être humain, quand on parle des choses évolutionnaires comme l'homéostasie, homéostasie, c'est l'équilibre du tout. Donc, on va regarder, l'homéostasie est nécessaire pour créer. L'homéostasie, un autre mot, c'est le salut global ou le principe universel. Donc, si je suis du côté du salut global, si tout ce que je pense, je dis et je fais est dirigé vers le salut global, j'ai beaucoup plus de chances que mes efforts de matérialisation ou de normalisation vont être efficaces et avoir lieu que autrement. Et l'autre côté, c'est cette stasie, elle prérequis un libre arbitre qui est du bon côté. Un libre arbitre qui habite le mental fripé, occulté, plein de croyances collectives, non structurées. Il ne peut pas ni matérialiser, ni normaliser. Et ça, c'est un grand avantage que nous pouvons avoir si nous faisons un effort et si nous suivons vraiment que la chose la plus importante sur le plan matériel, effectivement, c'est ma propre évolution et l'évolution de l'humanité. Actuellement, la top priority. Hein? Si je crois ça, je suis aligné vers l'homéostase, je m'occupe de l'homéostase. Je mets mon attention là et plus d'événements qui sont en synchronicité avec ça vont se produire forcément dans ma réalité. Pour mieux comprendre, c'est des fois utile de regarder quand ça ne se fait pas. Quand l'homéostase ne se fait pas, c'est-à-dire quand le libre arbitre résiste. Alors, j'ai pris l'exemple d'un problème de foie. F-O-I-S. Vous voyez l'organe sur l'image, c'est à droite.
et c'est un peu va par-dessus l'estomac. Alors, quand on a des problèmes de foie, on peut avoir des pressions dans le ventre, on peut avoir des nausées, on peut avoir même mal de tête, généralement inconfort et malaise. Ça veut dire que le fonctionnement global de notre corps est hypothéqué. Le fonctionnement est réduit. L'efficacité de notre système physique est réduite. Et la même chose se fait si moi, je résiste. L'humanité a une composante, et moi, si je suis pas seul, plus ou beaucoup de composantes qui résistent, et ça équivaut comme un organe qui ne fonctionne pas bien. Pas bien fonctionner, ça veut dire le battement de cœur de cet organe-là est déphasé par rapport au battement du cœur de tout le reste du corps. Pour ça fonctionne mal. Et ça a des conséquences. Ça a des conséquences sur le plan individuel ainsi que sur le plan collectif. Alors, on pourrait dire si le battement de cœur est détraqué ou on peut aussi l'école de la science of Eden, ils vont dire les lignes de force du temps sont brouillées. C'est comme du sable dans un engrenage. Quand il y a du sable dans un engrenage, ça grince, ça va pas bien. C'est le contraire de l'huile. Donc, ça fonctionne mal. Sur le plan collectif, tout le système dans lequel cet organe se trouve fonctionne mal ou peut même dysfonctionner et ça peut aller jusqu'à que tout le système collapse qui est la mort physique. Sur le plan individuel, ça veut dire que, comme cette jolie jeune dame le dit, ta perception, ma chérie, est ta réalité. Dommage qu'elle soit fausse. Ça veut dire, quand nous résistons, l'effet subjectif de ça fait que nous allons projeter la résistance à l'extérieur de nous, c'est-à-dire la réalité qu'on crée autour de nous. Cette perception de la réalité va être caractérisée par beaucoup de résistance, c'est-à-dire des choses arrivent que je ne veux pas, les choses qui sont pas à la norme, les choses qui m'empêchent d'évoluer. Mais de l'autre côté, si l'homéostase est respectée et je fais des actions par la pensée, par le faire ou par les mots, les actions bénéfiques, l'univers, le système dans lequel nous faisons partie va s'épanouir. Parce que c'est ça son mouvement naturel. Tous les systèmes naturels ont une seule raison d'être, s'épanouir. Et notre résistance fait juste, ça empiète pas sur la nature. La nature, quand on coupe une forêt au ras ou on a un oil spill, un dégât de l'huile dans la mer, ça ne détruit pas, vous avez observé, ça ne détruit pas un océan. Ça détruit pas la nature. La nature, il y a même quand il y a des choses comme ça, il y a encore la vie. Même une bombe atomique Hiroshima, ça fait une pause de X années et après ça recommence à pousser. Donc l'univers s'épanouit quand on est aligné à l'épanouissement.
Et nous, notre perception individuelle en pair avec ça ou parallèle avec ça va être une perception d'une réalité qui exauce nos souhaits. Tout ce qu'on veut, ça marche. Je veux quelque chose et comme tout de suite, il y a des événements que je vois qui sont en synchronicité avec ce que je veux. Hein? Comme ça, j'ai pensé, Aviram, il veut beaucoup être capable de voyager avec son âme. Et quand le voyagement avec les avions, ça marche pas comme le dernier vol, on ne pouvait pas prendre. La semaine prochaine, le 20, on va réessayer de prendre un autre avion avec un périple Paris, Madrid, Madrid, Panama, Panama, Guatemala pour revenir chez nous. Euh, si encore ça va pas, ça nous dérange pas. On a déjà grandi à ce point-là que nous sommes pas fâchés. Mais au même temps, ça devient comme voyager avec ces moyens-là, avions et trains et bus et tout ça, c'est quand même fatigant et c'est pas à la norme du tout. Ça nous donne beaucoup plus envie de de trouver comment faire, de redécouvrir en nous comment faire pour voyager avec notre âme. Alors, jusque-là, on peut voir que le salut global, l'homéostase de stasie de tout l'univers, c'est un côté de la même médaille et l'autre côté de la même médaille, c'est notre bonheur personnel. Ça, c'est une chose très, très importante à comprendre. C'est facile à comprendre rationnellement, mais ça suffit pas. Je vais vous expliquer un peu plus tard pourquoi. Alors, comment on peut se rendre à cet état que je vois, j'ai complètement, profondément compris que le salut global, c'est mon bonheur personnel. C'est la même chose. Comment je me rends là? La façon que mental non structuré va proposer, c'est fais des commandes, suis un commandement. Le salut global, c'est le commandement. Ne t'oppose pas à la volonté de Dieu, sinon tu vas brûler en enfer. Et il y a le petit imprimé qui dit avis, bien sûr, c'est nous, vos prêtres, qui connaissons la volonté de Dieu. Ça, c'est la situation dans laquelle nous vivons parce que nous avons suivi ce chemin de répression qui n'est pas un bon chemin. De toute façon, j'ai pas encore rencontré aucune personne qui, par la répression, se faisait illuminer. Juste par une discipline, en suivant, je suis illuminé en suivant des commandements. J'ai jamais entendu ça. Même ceux qui veulent ordonner les autres à suivre les commandements, ils s'incluent à la foule qui suit les commandements. Et il n'y a aucun de eux qui dit, ah mais oui, ça c'est vraiment une bonne voie, tu la suis et c'est sûr, je te jure, je suis arrivé à l'illumination par cette voie-là. Personne. Donc, oublions ça. L'autre, c'est a learning curve, c'est-à-dire une courbe d'apprentissage. C'est
vous voyez cette courbe-là, elle commence avec le corps physique, elle passe à travers le diamant de notre mental et elle arrive au niveau de l'âme. Et quand vous suivez cette courbe-là, elle monte pour s'établir sur un autre niveau. Et ça, c'est l'apprentissage qui nous amène sur un autre niveau, c'est-à-dire c'est l'apprentissage qui est nécessaire et propice, qui est bon et juste dans la situation où la chose la plus importante sur le plan matériel, c'est mon évolution. Donc, il y a une technique, une technologie pour l'élévation de l'âme, pour la structuration de la conscience. Il y a plein de technologies. Je vous montre maintenant une qui englobe les enseignements de M. Kesh et de Grigory Grabovoy au même temps. Donc, M. Kesh ou Grégory, il nous amène des connaissances vraiment nouveaux, comme en fait, si vous regardez comment la respiration fonctionne, vous n'avez pas besoin de respirer. Si vous avez compris vraiment que comment la digestion fonctionne, que vous utilisez, vous libérez juste seulement l'énergie solaire de la nourriture que vous mâchez, vous n'avez plus besoin de mâcher, de sacrifier d'autres formes de vie pour vous nourrir, nous nourrir. Ça, alors, le premier pas, c'est la nouvelle arrive chez nous. Cette nouvelle connaissance. Elle va être reçue tout d'abord par le mental rationnel. On va comprendre les mots de Grigori et de Meherrat. Après, c'est à nous de ne pas être juste un ordinateur ou un copycat qui va classer cette connaissance dans une boîte. Ah, ça, c'est plasma science, bouffe. Et ne plus jamais regarder ça. Non, il faut comme descendre, il faut être le sol fertile dans lequel cette graine de nouvelle connaissance tombe pour germer. Ça, c'est notre job. Faire germer la graine. Alors, comment on fait, comment on est une bonne terre? On est une bonne terre si on essaie d'apprendre plus sur le même sujet. C'est pas nécessairement de trouver autre livre ou quelque chose, mais de réfléchir autour de ça. De réfléchir beaucoup sur ça. Et souvent. Et ça fait que, avec le temps, cette nouvelle connaissance, elle va comme perdre un peu sa nouveauté. Et tranquillement, elle va être plus habituelle. Et là, je peux peut-être découvrir autres situations que je trouve parallèles. Alors, je peux réseauter cette nouvelle conscience dans mes expériences. Et avec le temps et l'habitude, les nouvelles connaissances vont remplacer les croyances de notre inconscience collective. Non seulement sur le plan individuel, mais aussi sur le plan collectif. Et ça, c'est important, même plus important que le plan individuel. Parce que si on n'arrive pas sur le plan individuel à avoir une force une force gravitationnelle magnétique de notre connaissance qui est plus fort que
le champ gravitationnel magnétique d'une croyance collective comme il faut boire surtout à soif. Si à un moment donné, on se rend compte en pensant oh j'ai soif et on respire et on n'a plus soif, c'est là où la conscience, cette croyance, il faut boire de l'eau si on a soif, est remplacée par la nouvelle connaissance. Et là, après ça, peut arriver le point de basculement où cette nouvelle information, comment la digestion et la respiration et tout ça fonctionne, est devenue tellement monnaie courante que non seulement il n'y a plus d'empiètement ou de dictature de la croyance collective, mais ce basculement peut faire que tout à coup, nous sommes capables de ne pas manger du matériel ou de nous déplacer par notre âme. Et ça, vous voyez, j'ai essayé de mettre ça d'expliquer ça avec des mots qui découragent l'effort. Il encourage la persévérance, mais il décourage l'effort comme le front froncé et comme tendu et concentré et bosser pour. Non. C'est un processus de patience, de persévérance qui fait grandir la confiance et c'est un processus qui est copié comment la terre fait germer une graine. C'est tout en douceur, avec beaucoup d'amour. La terre, elle est chaude. Sur le plan collectif, quand on arrive à être plus structuré, nous devenons des êtres pacifiques tout seuls, pas par commandement, mais par compréhension. Et à ce moment-là, nous voyons le monde dans lequel tous nos cœurs battent en unisson, non seulement le cœur avec tous les autres êtres humains, mais avec les animaux, les plantes, la terre, le cosmos entier. Notre apprentissage qui ne prend jamais de fin est animé par une joie qui découle du développement harmonieux éternel. Parce que c'est ça pourquoi nous sommes ici. Nous sommes un changement, nous sommes évolution. Et c'est le plus grand plaisir qui est là. Et à ce moment-là, nous dirigeons beaucoup plus de lumière informationnelle ou de champ maggraphe sur notre évolution. Et notre évolution se fera tout seul. Et comme ça, nous provoquons le point de basculement. Et ça peut être comme le point de basculement. J'ai trouvé une jolie image d'un œuf au bord d'une table. L'œuf est dans un équilibre parfait et précaire. C'est-à-dire, et l'œuf, vous comprenez, c'est une interaction avec la table, la terre, tout l'univers et les molécules d'air et la lumière et la chambre et nous et tous les autres éléments. Et cette interaction est toujours dynamique. Donc, on dit c'est équilibre parfait dans ce moment. Et l'œuf est en changement, l'œuf est vivant, en évolution constante, elle aussi.
un œuf. Il aussi. Alors, à ce moment, là, le point de basculement, concernant notre collectivité, c'est-à-dire notre race humaine, c'est que il y a beaucoup de nous qui structurent notre conscience. C'est non seulement toutes les knowledge seekers de la fondation, autour de la fondation Keshe. C'est pas seulement toutes les étudiants ou les amoureux de Science of Eden autour de Grigory Grabovoy et Hélène Laporte. C'est aussi toutes les autres, Eckhart Tolle, Osho, Krishnamurti, toutes les autres qui vont dans la même direction. Et ça peut même être Jésus, Bouddha, Krishna, tout le monde, mais ça prend quelqu'un qui est pas croyant dimanche. Ça prend quelqu'un qui est vraiment passionné par cette spiritualité-là. Alors nous, on apprend beaucoup, toute cette gang-là, hétérogène, une gang complètement hétérogène. Chacun fait de sa façon, il structure sa conscience, on aspire vers de plus en plus haut, chacun de sa façon. Et à un moment donné, ça crée beaucoup de lumière informationnelle ou d'énergie maghrave ou plasmique qui peut provoquer un basculement. Et ce basculement peut faire que, admettons, ça se produit dans la nuit ou tôt le matin, et les gens, le reste du monde qui se réveille après ce matin, ils se retrouvent tout à coup dans un autre monde. Et ils ont aussi eux-mêmes changé. Ça veut dire ils ne sont pas choqués de se retrouver dans un monde qui est complètement inconnu à eux. Ils vont se réveiller comme un enfant à Noël. Ce qu'on oubliait souvent quand on parle d'un état futur, on y projette l'état de conscience, l'état d'âme dans lequel nous sommes avant, ou même l'état si on parle les gens, on parle même d'un état d'âme dans le passé, qui est projeté dans un monde futur. On a complètement oublié que quand cette âme du passé se rend dans le futur, elle aussi change inévitablement. Hein? Donc, ça va, il ne peut pas avoir, c'est beaucoup plus probable qu'une personne se réveille après le basculement et dit, oh, wow, j'ai le goût d'aller, ma chérie, dans le jardin, rayonner. Alors, le passé non structuré est complètement oublié. Elle est tellement pas là qu'il n'y a aucune référence mémoire de ça dans le moment présent à la norme. Voilà. Donc ça, c'est une façon. Ça veut dire il peut avoir ceux qui ont beaucoup de plaisir à évoluer et à être pionniers, si on veut, dans cette nouvelle démarche. Et il peut y avoir aussi des gens qui ont pas ça, qui sont plutôt on fait une autre habitude et tout à coup, toute l'humanité se réveille un beau matin. C'est quoi ce tas de métal dans ma cour? Ah chérie, je sais pas exactement, mais ça, le mot, ça commence avec un V. Je sais pas, peut-être c'est pour jouer, c'était pour jouer, je me rappelle pas.
Ah oui, ça s'appelle voiture, mais je ne sais pas à quoi ça sert. Là, on va le faire disparaître parce que ça va pas bien avec les arbres. So, Monsieur Kesh a conclu sa présentation avec un peu plus de profondeur sur le voyagement dans l'espace. Vous pouvez probablement deviner qu'est-ce que je vais dire maintenant, parce que ça découle de ce qu'il a dit par rapport à l'âme universelle et à la homéostasie, à l'équilibre partout. On ne peut pas voyager par l'âme si on résiste. C'est très clair. C'est complètement impossible. Pourquoi? Parce que si je vois une étoile dans le firmament de nuit qui m'attire beaucoup, qui brille d'une façon tellement que je voudrais y aller tout de suite. Alors, il y a l'idée d'une réunion avec moi et cette étoile. Et cette réunion, elle est dans l'intérêt mutuel et elle sert le bien commun parce que ça va faire évoluer moi, je vais connaître autres êtres et ça va faire évoluer la planète, cette étoile-là parce qu'elle va me connaître. Elle ne m'a pas connu avant de la même manière. C'est-à-dire nos lignes temporelles sont synchronisées, nos battements de cœur sont synchronisés. Et ça fait que cette synchronicité crée le souhait dans le créateur que cette rencontre, qui est jusque maintenant seulement une potentialité, devienne une réalité matérielle. Feu vert. Maintenant, on sait que tous les éléments dans l'univers sont faits d'amour, moi et l'étoile aussi, et nous sommes reliés par l'amour. C'est-à-dire, c'est l'amour qui nous fait voir l'étoile brillante et elle fait également au même moment que l'étoile brillante me voit au même temps. C'est une autre synchronicité. À l'époque, M. Kesh a dit, faudrait, si vous voulez voyager sur une autre étoile, demander si cette étoile veut vous recevoir. Ça peut être vrai pour quelqu'un qui est sur le chemin, qui ne peut pas vraiment voyager par l'âme, parce que si on a compris, on vit le salut global, l'homéostasie de tout, on ne, on ne pourrait pas avoir envie de voir une étoile qui ne veut pas nous voir. C'est complètement impossible parce que le lien d'amour serait pas là. Ça veut dire déjà que je ne verrai pas l'étoile et elle ne me verrait pas non plus. Et si cette étoile, si moi je ne suis pas un composant important dans l'évolution de cette étoile-là, comme cette étoile n'était pas un composant évolutionnaire important pour moi, nous ne nous verrons pas de toute façon. Donc, pas vraiment nécessaire de demander. Déjà, le fait que je la vois avec amour est preuve. Après, si nous restons dans l'état d'amour, nous ne perdons pas la connexion. On peut perdre la connexion très facilement si on n'est pas encore rendu et on pense, ah, mais hélas, j'ai aucun moyen d'arriver loin comme ça. Ou, ouais, si je peux aller là, mais je sais pas, est-ce qu'il y a de l'air que je peux respirer là? Je peux peut-être pas, je vais mourir là. Résistance, flusher.
Alors, si nous restons dans l'amour et dans la confiance, nous ne perdons pas la connexion entre nous deux. Et l'attraction amoureuse devient alors si forte que nous ne sommes pas seuls bien-aimés et. Ça, c'est une citation soufie. Ça décrit très parfaitement le chemin de l'amour. Ça veut dire, je veux tellement visiter cette étoile-là. Et cette étoile, elle est tellement belle que je suis comparé à elle rien. Je m'oublie complètement. C'est comme si on est en amour. J'aime l'autre, je l'aime tellement. Moi, je m'en fous. Pas là, pas là, je m'en fous. C'est elle. Ah, oui, elle. C'est la présence de elle. Si je suis présent aussi, je m'en fous. Et de cette façon, cette phrase est en deux parties. La partie nous ne sommes pas, elle signifie la possibilité que je puisse suspendre mon corps physique. Je suis physiquement ne plus ici sur la planète Terre. Et seul le bien-aimé est. Ça, c'est cette attraction champ gravitationnel en provenance de l'étoile qui provoque un burst, un rayon magnétique chez moi qui fait paf, je suis là. Positionnement McGrath. Et une fois je suis là, je peux décider de vouloir me matérialiser pour encore plus expérimenter sur beaucoup d'autres niveaux la présence proche ou cette union avec cette étoile-là. Au bord de la mer, il y a quelques jours, il faisait chaud assez, je me suis couché dans le sable au plat ventre et j'ai écarté les jambes et les bras. Et c'était comme si j'embrassais la terre. Et aujourd'hui, quand je marchais sur la plage, je sentais le sable était mou et chaud et mouillé et tout ça. Et c'était vraiment beaucoup sensuel et j'ai beaucoup ressenti le contact d'amour que j'avais vers la planète et la planète comment par son sable elle accueille mes pieds. C'est difficile à écrire, mais c'est un sentiment si vous marchez peut-être si vous avez l'occasion, vous peut-être pensez à ça et vous pouvez l'essayer aussi. C'était magnifique. C'est c'est comme ça cet échange d'amour. On projette l'amour vers les éléments dans notre monde et les arbres et la terre et tout ça nous renvoie leur amour. Les animaux, hein, ils font ça simultanément, quasi. Ensuite, ça a donné, on dit souvent dans nos romans de science-fiction et autres, ou dans les programmes d'exploration de l'espace, que nous conquérons l'espace. Vu que ce qu'on a multiplié ce soir, que le voyagement spatial, donc la conquête de l'espace physique autour de nous dans l'univers, requiert la conquête de notre espace intérieur. Ça fait que la conquête de l'espace a deux significations maintenant. Ça veut dire je dois conquérir avant
mon espace intérieur pour être capable de conquérir l'espace ou de bouger dans l'espace extérieur. Et ça requiert de moi que je devienne un être pacifique. Et là, un ami a publié une citation que je vous ai mis là. Si l'homme ne pensait pas à la guerre, aurions-nous besoin de parler de paix? Dès lors que l'âme reçoit les chants d'amour, elle les redistribue au centuple. N'est-ce donc pas là la solution? La réalité vue de nos yeux n'est d'une certaine manière que le reflet de ce que nous créons à travers nos pensées, nos paroles et nos actions. La paix commence avec soi-même, au plus profond de soi-même. Et là, on va faire un quiz parce que j'ai pas mis de qui c'est. Et je vous laisse trouver c'est de qui. Si vous avez envie, vous pouvez m'écrire un courriel ou sur Facebook qui a dit ça. Et ça serait bon parce qu'après, la semaine prochaine, je vais le publier. Tout le catalogue des personnes qui ont dit ça. Et là, voilà, j'ai changé la page de merci. J'ai mis toutes les personnes qui sont impliquées dans les multiplications ici dans toutes les langues qu'on fait. C'est l'anglais, le français, l'allemand, l'espagnol et l'italien. J'ai tous les collaborateurs sur la page, sauf Paolo pour l'Italie. Il ne m'a pas encore envoyé une photo. Donc, avec ça, je vous remercie beaucoup de votre amour, soutien et attention. Quand on a bien fait cette multiplication, je suis joyeux, c'est-à-dire ça a bien fonctionné. Et je vous laisse le microphone pour les commentaires et les questions s'il y a. Merci.